Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour l'interview de Pascal Loeffer. Bonjour. Bonjour. C'est le CEO de OnBrain, une entreprise qu'on vous présentera dans une future vidéo. Mais aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à vous, qui vous êtes, comment est-ce que vous avez découvert ce monde-là, pourquoi est-ce que vous êtes ici et pourquoi vous avez monté cette entreprise-là. Tout d'abord, pour commencer, est-ce que vous pouvez juste vous présenter en quelques mots? D'accord, donc Pascal Loeffer, je suis effectivement le CEO d'OnBrain. Moi, à la base, je suis un technologiste. Moi, je suis tombé dans la programmation quand j'étais tout petit, à l'époque où le BASIC était le premier langage d'apprentissage, ce qui était très bien parce que le contexte était beaucoup plus simple qu'il l'est aujourd'hui, donc plus simple aussi d'entrer dans ces technologies-là. Je suis tombé amoureux de cette technologie, donc c'était vraiment quelque chose que je trouvais absolument passionnant. Après avoir fait mes études donc de maths et d'informatique, je suis rentré dans la banque. J'ai choisi la Société Générale à l'époque puisque ils avaient une banque d'investissement qui se développait et c'était l'endroit où il fallait commencer. Et puis c'était ceux qui payaient le mieux aussi, donc pourquoi pas. Donc j'ai choisi de rentrer à la Société Générale sur les marchés, à développer des applications de front et de back-office. Très rapidement, la Société Générale m'a donné une autre chance, après m'avoir fait travailler directement sur les marchés, m'a demandé de faire la même chose au niveau international. D'accord. Donc j'ai passé beaucoup de temps sur les front office de l'Asie, de l'Amérique latine, du Canada et puis du reste de l'Europe aussi. Donc pareil, une aventure très, très, très intéressante où j'ai là appris déjà à parler l'anglais avec plein d'accents, parce que l'accent de Singapour, ce n'est pas vraiment l'accent de New York ou l'accent de Londres. Et aussi, surtout, appris à travailler avec d'autres cultures. Ensuite, je suis parti à New York. Ouais. C'était un rêve de gosse d'aller à New York. L'objectif à ce moment-là était tout simplement de refaire complètement les systèmes informatiques de l'époque, tout, du front, du back, des marchés, au même moment où la Société Générale revoyait complètement ses activités de marché sur place, donc qui sont passées à cette époque-là d'une entité qui perdait de l'argent à une entité qui faisait bien plus d'1 milliard de revenus annuels à la fin de cette phase de transformation. Tout ça pendant les années 2000, qui arrivait vers les années 2000. Donc une phase vraiment super où j'ai eu la chance de travailler avec des gens brillants. Et là, j'ai beaucoup appris sur comment est-ce que la technologie peut en fait aller plus loin que d'être simplement un outil, mais aussi transformer les organisations et devenir les organisations. Ça, c'était complètement passionnant. Ouais. J'en ai profité pour faire un petit peu j'ai fait un MBA aussi aux États-Unis à cette époque-là, à Columbia University. Après ça, la Société Générale a décidé de créer une banque mondiale. Donc c'était la première à se dire que leur banque d'investissement ne pouvait pas être un certain nombre de banques d'investissement distribuées sur la planète, mais une seule banque d'investissement globale qui travaille ensemble. Et encore une fois, beaucoup de chance de mon côté, puisque j'ai participé à la création de cette banque globale. De par l'informatique. Donc moi j'ai été promu à ce moment-là dans mon premier titre de Global CIO, donc directeur informatique mondial, sur une partie des activités de marché, et participer à la création de cette première banque, première banque d'investissement mondial. Donc j'ai fait ça pendant un certain nombre d'années jusqu'en 2004, où à un moment il faut tourner la page et faire un peu autre chose. Et je me suis dit que j'avais appris beaucoup de choses sur la technologie, beaucoup de choses sur la culture, beaucoup de choses sur l'organisation. Et c'était peut-être le moment de passer du côté vraiment business et de racheter des entreprises. Toujours en essayant de rester dans la technologie, parce que c'est quand même à la base mon corps de métier, donc la technologie et la finance. Donc je suis passé dans une entreprise qui s'appelait FIMAT. Pour racheter d'autres, qui est un broker. Donc le broker, c'est un petit peu comme les brokers dans tous les métiers. C'est ceux qui se mettent entre les vendeurs et les acheteurs pour faciliter un marché. Donc au lieu de le faire pour des propriétés immobilières ou pour des voitures, ils le font pour des produits financiers, donc du change, des actions, des obligations. Voilà. Donc c'est leur métier. En arrivant à la fin du merger, on s'est dit what next, qu'est-ce qu'on fait ensuite après tout ça?
malgré que mon background soit une fois de plus de la technologie et de la finance, je suis allé encore dans un domaine un peu différent. Et là, j'ai fait du rachat d'entreprise en difficulté dans un fonds, dans ce qu'on appelle un fonds de private equity, hein, donc un fonds spécialisé dans le rachat d'entreprises qui souffrent. On a fait ça en France, donc là, je passais mon temps entre New York et Paris. J'ai racheté une entreprise, par exemple, qui s'appelle Descamps, hein, le groupe Descamps, qui est du linge de maison. On se demande comment quelqu'un qui a commencé dans l'informatique à la Société Générale finit par devenir le directeur général et président de Descamps, mais c'est possible, hein, donc c'est possible, je l'ai fait. Pareil, hein, l'idée c'était de dire que la technologie de toute façon est au cœur de tout. Ouais. Et que les entreprises françaises à ce moment-là avaient un déficit en technologie et aussi un déficit en ouverture vers l'étranger. Okay. Et grâce à mon parcours en Asie, en France, en Europe, aux États-Unis, je pouvais apporter une valeur vers ça. Alors il se trouve qu'en même temps, à cette époque-là, j'ai commencé à... Parce que moi j'ai toujours été un fan de technologie, j'ai entendu parler d'un truc qui s'appelait Bitcoin. C'était vraiment un truc. Hein. Ouais. C'était là, on revient en 2012, quelque chose comme ça. Et clairement, ça m'a intéressé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? De quoi il parle? Il y avait tout un ensemble de termes que je n'avais jamais entendu parler. À ce coup, vous entendez parler de crypto-devises, vous entendez parler de mineurs, vous entendez parler de blockchain. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Et la meilleure manière de découvrir une technologie, c'est quand même de jouer avec. Et puis, bon, comme tout geek qui aime la technologie, on a toujours des ordinateurs empilés quelque part qui ne servent plus à rien. On achète toujours la version d'après parce que c'est rigolo. Mais à la fin, il y a quand même beaucoup d'ordinateurs qui sont là à ne pas faire grand-chose et qui auraient pu être utilisés à autre chose. Donc, j'ai décidé de faire un petit peu de mining, un peu de minage sur Bitcoin pour découvrir la chose. Et donc, voilà comment je suis rentré dans ce monde qui est un monde à part, hein, on le sait bien, c'est presque une religion aujourd'hui. Hein. Parfois, quand on entend les conversations autour des cryptos, on se demande si on n'est pas dans le religieux. Au niveau chronologie, oui. Ce truc qui s'appelait Bitcoin, ouais, ça devait être 2012. Ouais, okay. 2012. Moi, effectivement, puisque je suis sorti de New Age en 2010. J'ai fait les rachats, etc. à ce moment-là. Ouais, 2012. Ouais, 2012. Il n'y avait pas grand-chose. Hein. Je peux vous garantir qu'à ce moment-là, même acheter des bitcoins, c'était quelque chose de très complexe parce que des échanges, il y en avait très peu. Voilà, hein, l'écosystème était très pauvre, très pauvre. Et il fallait du courage pour effectivement mettre du cash dans ce... Il y avait que le Bitcoin de toute façon, il n'y avait rien d'autre n'existait. Donc voilà, donc j'ai commencé comme ça, par faire du mining de mon appartement de New York, hein, dans le Upper West Side. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup, aujourd'hui je pense que c'est un petit peu près inimaginable de pouvoir faire quelque chose comme ça vu le prix de l'électricité dans New York. Mais j'ai commencé comme ça. Donc et ce qui m'a intéressé, c'est très rapidement, c'était de passer du mining, hein, et de comprendre c'était quoi ce terme, d'essayer de regarder un peu comment le programme avait été bâti, etc., à tout ce qu'il y avait derrière. Et là, on en reparlera un petit peu, mais c'était vraiment commencer à rentrer dans une expérience. C'est pour ça que j'aime un peu le terme religieux, parce qu'à chaque fois qu'on passe dans l'étape d'après, il y a toujours une autre porte et puis une autre dimension au problème. Et l'excitation ne décroît pas. Et c'est quand même très rare dans une vie de pouvoir découvrir quelque chose qui, plus on y rentre, plus on se dit « mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est quoi ?» Donc voilà, j'ai commencé ça, mais bon, la vie vous emmène à droite, à gauche. Hein. À ce moment-là, j'ai un ami qui m'a appelé, qui m'a dit « Tiens Pascal, qu'est-ce que tu fais est-ce que ça t'intéresserait de participer à la restructuration du New York Stock Exchange, hein, donc la bourse de New York ?» Alors, on ne peut pas dire non à participer à la restructuration du New York Stock Exchange, on est bien d'accord. On est d'accord.
Bon, bah, je suis allé faire la restructuration du New York Stock Exchange. J'ai eu la chance, une fois de plus, hein, parce que franchement, c'est des opportunités et puis il faut, voilà, on peut être là ou ne pas être là, de participer à cette phase de réflexion sur ce que devait être une bourse, comment restructurer cette industrie. Très rapidement, je me suis retrouvé directeur des opérations du New York Stock Exchange. À monitorer donc voilà, les transactions au quotidien, ce qui est un job un tout petit peu stressant parce que quand même, chaque fois qu'on arrive le matin à la bourse, vous avez tous les touristes qui sont là et qui vous rappellent que c'est quand même un endroit un petit peu spécial. Vous savez que si jamais la bourse de New York tombe pendant 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, ça fait le haut des titres et il faut mettre un nom dessus, donc pourquoi pas mettre le nom du gars qui est en charge de faire tourner la chose. Donc vous savez que vous êtes quand même un petit peu sous pression de ne pas trop déconner, quoi. Hein. Donc voilà, donc ça m'a un petit peu retiré du monde des cryptos parce que quand on fait ça, ça vous occupe quand même un petit peu. Donc mon petit minage est un petit peu passé de côté, d'autant plus que j'arrivais plus à gagner grand-chose parce que très rapidement, les gens commençaient à comprendre qu'il se passait quelque chose là et donc ce qu'on pouvait faire avec un vieux laptop n'était plus possible après ça, donc je récupérais pas grand-chose, d'autant plus que je participais à des poules de minage, hein, je n'avais pas non plus quelque chose de très grand, hein. C'était essentiellement pour m'amuser et pour découvrir. Et puis voilà, de proche en proche, donc j'ai fait d'autres réorganisations du type du New York Stock Exchange. Par exemple, j'ai passé deux ans à Washington. À travailler dans la restructuration, une fois de plus, d'une entreprise qui s'appelle Fannie Mae, que vous connaissez peut-être pas. Je ne connais pas en tout cas. Non, mais... non. Vous vous souvenez de la crise de 2008 ? Oui. C'est à cause de Fannie Mae. Voilà. Donc c'est une entreprise qui n'est pas forcément très connue, hein, mais qui garantit, qui assure les prêts immobiliers des Américains, qui sont ensuite mis dans des véhicules et vendus à des investisseurs. Donc eux sont ceux qui ont rendu possible l'ensemble de la crise. Hein. Sans eux, il n'y aurait pas eu de crise, c'est aussi simple que ça. Il se trouve aussi que c'est l'entreprise sur la planète qui a le plus haut revenu par employé. Ah non, c'est pas les Google, c'est pas les Facebook, non, c'est une petite entreprise au milieu de Washington DC avec des jolis locaux, c'est très sympa. Mais voilà, donc moi je suis arrivé donc bien après la crise, au moment où il fallait effectivement essayer d'être un petit peu plus efficace. Donc on n'a pas restructuré le business model, donc la crise de 2008 peut se reproduire et se reproduira de nouveau, puisque de toute façon on n'a pas retiré les ingrédients de cette crise. Hein. On continue à garantir tout type de crédit et ensuite à les distribuer. Et un jour ou un autre, on se demandera encore pourquoi ça recommence. Mais voilà, donc j'ai passé quelques années à faire ça et m'éloigner un petit peu toujours occupé, mais un petit peu perdu le track de ce qui se passait. Je suivais de loin et je voyais le prix du Bitcoin qui continuait à augmenter. Mais ce qui m'intéressait de plus en plus, c'était effectivement ce qu'on pouvait faire avec. Alors à ce moment-là, on va parler après de ce qu'on peut en faire et de l'utilisation à ce moment-là, il n'y avait pas d'utilisation. En fait, ça restait quand même ce truc très théorique. Ouais. Avec une technologie super cool, avec une manière de résoudre des problèmes. Mais l'idée que ça puisse s'appliquer à quelque chose, dans ces années-là, était pas là. Il n'y avait personne qui travaillait réellement à dire qu'est-ce qu'on peut faire d'une blockchain. Ouais. Donc il y avait un écosystème qui se développait autour du Bitcoin, hein, donc les providers de wallets, des choses comme ça, hein, des échanges qui se développaient, mais ça restait très centré sur la notion de crypto-devise. Ouais. Et on n'était pas encore en train de réfléchir vraiment au-delà de ça. Par contre, d'autres projets commençaient à arriver. Hein. Bien évidemment, Ethereum est arrivé et là, on a commencé à se dire « Ah, on peut aller plus loin. Hein. C'est pas que de la data. Ouais. Maintenant, on peut aussi imaginer mettre de l'intelligence sur une blockchain, hein, une logique. » On est arrivé au moment où on ne jouait plus. On s'est dit, ok, au début c'était drôle, hein, c'était différent, c'était impressionnant, c'était quelque chose de chouette. Et là, on commençait à regarder, à se disant, mais bon, maintenant ça fait quand même quelques années que ce truc tourne. En plus, ça tombe pas. Hein, c'est quelque chose d'assez spectaculaire en informatique, c'est de voir quelque chose qui était capable d'avoir une solidité technologique et de production qui n'avait jamais été vue auparavant. Hein. Je pense qu'il y a très peu de systèmes qui ont ce... Ah oui, enfin, rien que ça, moi ça m'en donne la chair de poule. Mais c'est impressionnant. La dimension de devise
La dimension de valeur a commencé à intéresser les médias, ou au moins pas les foules parce que c'était encore très restreint, mais on a commencé à avoir des opinions très fortes se positionner là-dessus. Les régulateurs ont commencé à se poser des questions aussi sur ce qu'il en était, parce que quand on a créé l'Internet, on a fondamentalement transformé la planète, et en particulier l'accès à l'information. Aujourd'hui, on ne se pose plus la question d'où est l'information. L'information est sur Internet. Avant l'Internet, il fallait aller dans une librairie, il fallait aller dans un... C'était une démarche complètement différente. Et pareil, aujourd'hui, on prend ça, take it for granted, hein, on prend ça comme quelque chose de donné, d'acquis, mais c'est aussi, c'est formidable. Mais l'information, c'est une chose. La valeur, démocratiser la valeur, ça c'est quelque chose d'encore plus fort parce qu'on est tous touchés très personnellement par cette notion de valeur, hein, notre argent. Hein, voilà. Et à partir de là, on a vu ce débat se lancer. Et là aussi, c'était passionnant pour moi qui ai vécu dans la finance pendant toutes ces années et se poser la question effectivement de qu'est-ce que c'est qu'une devise, qu'est-ce que c'est qu'un transfert de valeur, qu'est-ce que c'est que de la dette, hein, par rapport à Bitcoin? Qu'est-ce que c'est qu'un taux d'intérêt? Quand on parle de Bitcoin et un taux d'intérêt, ça veut dire quoi? Et qu'est-ce que ça veut dire pour le monde? Tout ça dans une phase où la sortie de la crise de 2008 s'est fait pas en changeant les choses, on n'a pas changé grand-chose. Et le Bitcoin arrivant avec cette idée de dire, nous maintenant, on retire ce contrôle de l'impression de la monnaie, hein, de l'État vers une technologie, c'est complètement novateur, choquant, incroyable, acceptable, peut-être pas. Hein, c'est là où on voit le régulateur qui dit régulièrement faut-il l'interdire, ou comme on l'a vu très, très récemment encore au Sénat américain, où un sénateur est venu en disant il faut arrêter ce truc tout de suite, hein, avant que ça soit trop tard. Donc on voit qu'on est encore dans ce débat-là. C'est qu'effectivement, comprendre pourquoi il y a autant d'émotions autour du Bitcoin, c'est essayer de comprendre le Bitcoin. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, le Bitcoin est assis, hein, sur des évolutions technologiques, mais aussi sur une histoire de la finance. Et les deux sont d'une complexité très forte. Et si ce n'était pas suffisant, il y a aussi cette notion qui est encore très récente, qui est cette notion de décentralisation qui n'existait pas vraiment auparavant, et cette notion de travailler de manière différente. C'est la cryptographie, c'est des évolutions mathématiques, c'est la connectivité, c'est toutes ces choses-là qui rendent la technologie possible. Et là déjà, c'est un océan de complexité à ce niveau-là. Ensuite, il y a la finance, hein, il y a tout ce qu'on peut retrouver dans la finance, la théorie des devises, l'inflation, tout ce qu'on a pu voir depuis qu'on a inventé la devise. Hein. Et on a ce côté social. Hein, comment est-ce qu'on fait pour décentraliser et il faut avoir compris ces trois-là pour avoir le droit de comprendre Bitcoin. Ouais. Donc forcément, c'est pas simple de pouvoir parler avec quelqu'un qui va vous dire oui, effectivement, j'ai compris pourquoi ça pouvait ajouter de la valeur. Donc ça c'est le premier point. Le premier point, c'est dur de comprendre Bitcoin, mais c'est aussi dur de comprendre l'Internet en soi. Mais maintenant, on a déjà passé cette phase, donc maintenant on fait confiance à l'Internet. Aujourd'hui, parce que la technologie est encore récente, et que la confiance est encore en train d'être bâtie sur cette technologie-là, les gens ne sont pas encore prêts à faire confiance à cette technologie, les yeux fermés. Donc ils essaient de comprendre, et quand ils essaient de comprendre et qu'ils ouvrent la boîte, ils se disent « Mon Dieu, je n'y comprends rien ». Voilà. Donc ça, c'est le premier problème qui explique un petit peu pourquoi il y a beaucoup d'émotions sur ces sujets-là, parce que c'est compliqué à comprendre, et comme on l'a dit auparavant, ça touche à la valeur qui est quelque chose de très, 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 très personnel pour l'homme. Alors, c'est là où il y a une incompréhension qui reste très forte, qui est de dire que, malgré ce que beaucoup disent, on ne peut pas dissocier la technologie blockchain des crypto-devises. Voilà. On ne peut pas dire, ce qu'on entend très souvent, les crypto-devises, moi j'y crois pas du tout, mais alors la technologie blockchain, c'est le futur. Ça n'a aucun sens. Ça ne veut rien dire. Rien dire. Voilà. Quelqu'un qui se pose un tout petit peu sur le problème et regarde le truc comprendra que les deux sont liés. L'écosystème du Bitcoin n'existe que parce que le Bitcoin a une valeur.
de dire que le Bitcoin n'est plus là, la blockchain n'a plus de raison d'être. Vous parliez de la devise, qui est justement un pouvoir étatique. Oui. Très fort. On touche de la valeur, on parle de la dette et de tout ça. Pour parler d'actualité, oui. Il y a Facebook qui présente actuellement un projet, donc le projet Libra, donc avec son Global Coin. Oui. Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous êtes un peu renseigné dessus? Et même sans forcément parler du Global Coin de Facebook, mais est-ce que ce nouvel écosystème qui apparaît pourrait justement transférer ce pouvoir étatique qui est la devise à un pouvoir qui pourrait être partagé par d'autres personnes, notamment par des entreprises comme Facebook? D'accord. Alors, bien évidemment, j'en ai entendu parler. Oui. Bien évidemment, je me suis renseigné. Et c'est vrai qu'on n'en sait pas grand-chose encore. Hein. Donc, globalement, on n'en sait pas grand-chose. Moi, ce que j'en ai compris, c'est que ce serait un stablecoin. Ouais. Alors, pareil, hein, a priori. Donc, pour le moment, on en est encore au niveau de la rumeur. Oui. Mais ce serait un stablecoin. Donc, si c'est un stablecoin, de toute façon, ça veut dire qu'il est attaché à la valeur du dollar et qu'à partir de là, ce n'est pas réellement une crypto-devise, c'est de la tokenisation. Alors là, on commence à rentrer effectivement dans le plus technique et là, je suis désolé mais faisons une petite parenthèse. Je vais essayer de l'expliquer le plus simplement possible, puisque c'est quelque chose, en fait, c'est un des problèmes que l'on vit aussi dans mon entreprise OnBrain pour pouvoir justement offrir des services. C'est aujourd'hui une crypto-devise a sa propre valeur contre d'autres crypto-devises ou contre des devises fiat classiques. Et une crypto-devise n'existe aujourd'hui que sur les blockchains. D'accord ? Donc, ce qui veut dire que si vous devez faire un virement entre toi et moi, il faudra qu'on le fasse, que tu sois sur le blockchain et que je le sois aussi. Le fait que tu aies un compte en banque quelque part et moi un compte en banque quelque part devra s'effectuer plus tard. Donc, ça pose le gros problème de se dire, OK, on a cette blockchain qui est magnifique, on l'adore, c'est fantastique, elle a un niveau de sécurité qui est incroyable, un niveau de transparence qui est du jamais vu, qui a une facilité de traitement par rapport aux banques classiques qui n'a rien à voir. Mais quand même, ce qui est sur la blockchain est sur la blockchain et comment est-ce qu'on fait pour aller de la blockchain dans le monde réel? Aujourd'hui, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que si je devais payer mes employés en Bitcoin aujourd'hui, je leur donne des bitcoins, mais entre le moment où je l'ai fait et le moment où ils ont récupéré leur bitcoin et qu'ils vont acheter leur pain, la variation peut être importante, dans un sens ou dans l'autre. Et ça, c'est quand même compliqué encore. Et c'est normal, on sait pourquoi, le bitcoin est encore naissant et un jour ou l'autre, il sera stable en valeur, mais ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Donc, c'est quand même très compliqué aujourd'hui de pouvoir réellement utiliser des crypto-devises pour payer ses employés, payer ses factures, etc., etc. Alors maintenant, c'est là où les stablecoins arrivent. Un stablecoin retire ce problème. Il se dit, moi je ne suis pas réellement une crypto-devise, je suis quelque chose qui existe sur la blockchain, comme une crypto-devise, mais maintenant qui réagit comme un dollar. Donc maintenant, si je prends Tether, qui était le premier stablecoin, et que je dis à mes équipes, je vous paye en Tether, un Tether égale $1. Donc maintenant, si vous dites c'est $1000 aujourd'hui, ce sera $1000 demain, ce sera $1000 dans une semaine. Donc voilà à quoi ça sert. Donc en fait, la notion de ce que Facebook est en train de faire, a priori, n'est pas en train d'entrer le monde des crypto-devises. Ce n'est pas ça qu'ils vont faire. Donc toute la question qui va après, qui est de dire qui devrait être contrôlé, ce genre de choses, etc., en fait devient moins importante parce qu'à la fin, elle est toujours contrôlée par la banque centrale américaine qui contrôle le dollar. Et à la fin, que ce soit Binance qui contrôle son stablecoin, JP Morgan Chase qui en a fait un en dollars, ou Facebook, c'est la même chose. Mais ce n'est pas une crypto-devise. Voilà. On va rester dans l'écosystème blockchain et crypto qui essaye de se développer en France. Oui. En tout cas, c'est ce que le gouvernement dit.
Oui. qui veulent développer ça. Alors, ils veulent développer la blockchain plus que Bitcoin. Au moins, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'entend plus parler de DLT, hein, Distributed Ledger Technology. Donc, on voit quand même que globalement, on va dans le bon sens. Mais oui, il y a encore le problème entre la blockchain et la crypto dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Malgré tout, voilà, ils en parlent. Oui. On a au moins cette chance-là, qu'ils ne fassent pas l'autruche à ce niveau-là. Et il n'y a pas longtemps, on a eu un événement qui a été organisé comme en France, donc la Paris Blockchain Week, Oui. à laquelle vous avez assisté et participé. Oui. Et un ressenti sur cet événement-là, donc globalement par rapport aux autres acteurs qui sont venus, parce que ça venait un peu du monde entier, et puis même vous en tant qu'intervenant, qu'est-ce que vous avez ressenti, même de quoi avez-vous parlé D'accord. Donc effectivement, j'ai participé à cet événement qui est l'événement majeur en France quand il s'agit de technologie blockchain. Donc moi, j'ai intervenu sur le panel de tokenisation, hein, qui est mon domaine d'expertise. Et j'ai vraiment adoré ce que j'ai vu là-bas. Parce que quelque part, on sortait quand même du crypto winter, hein, de cette phase où on a tous vu nos assets en devises fondre un petit peu comme neige au soleil. Il faut la foi par moment, hein, il faut se dire effectivement, I believe in it, hein, j'y crois, on va y arriver. Mais on était quand même sorti d'une phase un petit peu sombre. Et de voir l'enthousiasme qu'il y avait à cet événement, de voir le niveau de maturité des acteurs, donc voir qu'on arrivait quand même à rentrer dans des vraies conversations où clairement, voilà, hein, le nonsense qu'on avait pu voir pendant un certain nombre d'années commençait vraiment à disparaître progressivement, hein, donc un vrai progrès dans la maturité, de voir que la transition, alors je m'avance un petit peu, mais blockchain public, blockchain privé, c'était faite. Ouais. Donc on pouvait parler de blockchain public sans avoir l'air d'être un allumé, hein, donc ce qui était quelque chose quand même de nouveau. Donc franchement, je suis reparti enthousiaste et aussi un petit peu rassuré quelque part parce que nous on travaille ici sur cette technologie et on ne rencontre pas des gens quand même tous les jours, et de voir qu'il y a quand même beaucoup de gens qui pensent comme vous, qui vont dans la même direction, avec des options qui ne sont pas forcément les mêmes, mais globalement une vraie compréhension, c'était super. De voir que mon panel donc sur la tokenisation, c'était un amphi qui devait bien faire 1000 personnes, c'était plein. Les gens étaient assis sur les marches, donc une vraie passion autour de tout ça. Donc vraiment, oui, vraiment bien, vraiment une bonne journée. Super. On entend de plus en plus de gens qui se plaignent, oui. J'en ai fait les frais et je pense que beaucoup en ont fait les frais, de leur banque. Oui. Qui, puisqu'on ne peut pas forcément stopper la machine, en tout cas pas aussi facilement que ça, il est plus facile d'aller empêcher d'alimenter cette machine-là. Et donc notamment, moi je pense à ma banque qui va aller couper automatiquement des virements qui vont aller vers ou qui viennent d'exchange. Oui. Est-ce que vous avez eu vent de ces difficultés-là et où est-ce que vous trouvez qu'on en est par rapport aux autres à ce niveau-là? Est-ce que c'est pas un frein en France où on dit qu'on veut aller vers l'avant, qu'on veut prendre ce pas et ne pas louper le train justement technologique? Oui. Est-ce que c'est pas un frein que justement les banques nous disent non, vous en tant que particulier, vous n'avez pas le droit d'aller faire joujou justement avec cette technologie? Oui. On a un problème. Il y a la fameuse lettre du Crédit Agricole qui a fait le tour aussi, qui illustre très bien ce qu'il en est. Hein. En clair, n'achetez pas de crypto-devises, c'est pas bon pour vous, mais vous avez le droit de dépenser votre argent pour acheter de l'alcool, d'acheter des billets d'auto, faire ce que vous voulez, mais alors surtout pas les crypto-devises. Ouais. Donc clairement, les banques sont dans un rôle qui ne devrait pas être leur rôle. C'est pas aux banques de décider ce que vous devriez faire de votre argent, bien évidemment. Et ça pose un réel problème. C'est-à-dire que dans le cas du Crédit Agricole ou d'autres banques qui vous interdisent de faire un virement dans une entreprise tout à fait légitime, est scandaleux.
c'est simple, c'est inadmissible, c'est inacceptable, c'est pas leur rôle, et ça ne fait que renforcer la rhétorique autour du besoin des crypto-devises, c'est évident. Maintenant, je vais aller plus loin, c'est que nous, par exemple, on en a souffert aussi. Nous, on est une entreprise en tant qu'entreprise, donc OnBrain en tant qu'entreprise. Ouais. Quand on a créé notre entreprise, ce que vous faites, créer une entreprise, vous allez voir des banques pour qu'elles vous ouvrent un compte en banque. Sans compte en banque, c'est quand même très difficile de faire du business. Alors, ils nous demandent une petite présentation de votre entreprise pour savoir à qui ils ont affaire. Et malheureusement, on avait mis le mot blockchain, pas crypto-devise, blockchain dedans. Et dans cette même salle, où là on a reçu des banquiers qui sont venus nous poser des questions. Et ils nous disent, ah oui, vous savez, vous faites de la blockchain, nous, on ne peut pas vous ouvrir un compte. Donc voilà, on est à un niveau d'incompréhension qui est grave. C'est-à-dire que le fait que vous soyez sur ces technologies modernes peut vous interdire d'ouvrir un compte, même si vous n'avez pas fait d'ICO. Même si vous n'allez pas utiliser de crypto-devises, même si vous n'allez pas devenir une banque, simplement si vous voulez utiliser, en fait, une blockchain, c'est une base de données privée, ça pourrait être le cloud d'Amazon ou la blockchain d'Ethereum, et là, oui, là, non. Donc on a un énorme problème de compréhension à la base. On a tendance à... ou en tout cas nos banques, ont tendance à se comporter comme papa-maman et nous dire ce qu'on doit faire, alors que ça ne devrait pas être le cas. Merci Pascal pour votre temps et pour les réponses à toutes ces questions. C'était vraiment très intéressant d'entendre votre parcours et votre vision des choses sur tout cela. Si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et surtout à mettre un commentaire en description. N'hésitez pas, même si vous avez des questions, on pourra les faire relayer à mon avis jusqu'à Pascal pour qu'il puisse apporter un gros lot de réponses si jamais il y a des questions vraiment pertinentes. Passez une bonne fin de journée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo pour la présentation cette fois-ci de l'entreprise, donc de Pascal Laufer, OnBrain.